1940. Les Stuka allemands vrombissent dans le ciel de France. Les Panzers passent par les Ardennes. En suivant l'ordre de leurs généraux, l'armée française a fait marche vers la Belgique. Les Allemands, quant à eux, font une diversion, en faisant croire à l'armée française que le front principal se situera en Belgique. Il n'en est rien. En passant par les Ardennes, ils encerclent l'armée française. Du 10 mai au 22 juin 1940, l'armée française, malgré quelques poches de résistance, est obligée de reculer. Le 22, la France demande l'armistice. Comment l'armée allemande a-t-elle pu imposer sa puissance en si peu de temps ? En partie grâce à sa force militaire, mais aussi grâce à une drogue distribuée par l'armée à ses soldats, la pervitine. Les nazis et la drogue n'étaient a priori pas faits pour s'entendre. Dès l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en 1933, les nazis, au nom de l'hygiène raciale, vont lutter contre toute consommation de drogue. Pourtant, dès 1937, le labo pharmaceutique Temmler va commercialiser un nouveau produit. Extrait du documentaire d'Arte, Pervitine, la pilule de Göring. Fritz Hauschild, un chimiste de la société Temmler, met au point un procédé qui permet la fabrication d'une amphétamine particulièrement efficace, la méthamphétamine. La même année, Temmler commercialise le produit sous le nom de Pervitine, un médicament contre l'asthme et les troubles circulatoires. Les médecins et les patients en sont très satisfaits. Mais très vite apparaissent d'autres avantages. Augmentation de la concentration et de l'endurance, disparition de la fatigue. Des effets psychoactifs avec lesquels la société pharmaceutique va tenter de séduire une nouvelle clientèle. Dans la veine de la commercialisation de chocolat au cola, stimulant connu des années 20, un chocolatier allemand va même vendre des pralinés à la pervitine pour lutter contre la dépression des femmes au foyer allemandes. Norman Euler, journaliste et réalisateur allemand, a écrit un livre intitulé « L'extase totale, le Troisième Reich, les Allemands et la drogue », revenant notamment sur l'utilisation de la pervitine. Extrait de son livre. « Allemagne, réveille-toi !» crient les nazis. La pervitine se charge désormais de la garder réveillée. Échauffé par un cocktail mortel de propagande et de médicaments, le peuple sombre de plus en plus dans un état de dépendance. Dans une Allemagne marquée par le plein emploi, notamment dans les usines d'armement, cette drogue arrive à point nommé. Pour Hitler aussi, il prépare ses armées en vue de l'invasion de la Pologne. La pervitine est une aubaine. Les médecins militaires s'intéressent de très près à la pervitine. L'Académie soumet ses étudiants à une série de tests. Ils doivent résoudre des problèmes pendant 36 heures d'affilée, en ne prenant que de courtes pauses. Mais surtout, en ingérant soit de la pervitine, soit une autre amphétamine appelée benzédrine, soit du glucose, soit de la caféine. De tous ces produits, la pervitine est celui qui semble le plus efficace pour un usage militaire. Elle diminue la sensibilité à la fatigue, augmente la confiance en soi et l'aptitude au risque. Pour le professeur Otto Fritz Ranke, directeur de l'Académie de médecine militaire, la pervitine présente un autre avantage. Pour maintenir un soldat éveillé toute une nuit, il fallait des grains de café pour une valeur de 50 pfennig. 4 comprimés de pervitine donnent le même résultat pour un prix de 16 pfennig. Le professeur Ranke reconnaît les risques sanitaires liés à l'usage de la pervitine. Mais pour lui, les objectifs militaires constituent une priorité absolue à laquelle doit être subordonnée la santé des soldats. La Pologne tombe en un mois. La Blitzkrieg s'abat sur le peuple et sur l'armée polonaise. Impossible de lutter contre l'armée allemande. La pervitine est déjà bien présente au sein de l'armée, mais jusque-là, les soldats s'en procuraient de façon autonome. Ranke a reçu les premiers rapports médicaux de la campagne de Pologne au tout début de l'année 1940. Et à partir d'avril 1940, c'est-à-dire avant le début de la bataille de France, l'usage de la pervitine a été introduit de manière planifiée à la Wehrmacht. La France tombe le 22 juin. Près de 35 millions de cachets de pervitine sont donnés aux soldats allemands pendant la bataille de France.
À l'ouest, le dernier ennemi d'Hitler est la Grande-Bretagne. Avant de pouvoir penser à un quelconque débarquement sur les terres anglaises, Hitler veut prendre le contrôle des airs. Bien entendu, l'état-major allemand va donner 2-3 cachets à ses pilotes. C'est à ce moment-là qu'apparaît un étrange syndrome, le syndrome de l'aviateur. Perte d'appétit, vomissements, insomnie et crise d'angoisse. Les pilotes qui souffrent de cette étrange maladie sont écartés du front. Des militaires de la Wehrmacht, l'armée de terre, souffrent également des mêmes maux. L'armée allemande ne communiquera jamais publiquement là-dessus, mais c'est bien évidemment les premiers syndromes de manque qui apparaissent. Après la guerre, de nombreux soldats reviennent au pays, avec des traumatismes, et pour certains, une dépendance à la pervitine. L'armistice met fin à la guerre, mais pas à la douleur des soldats. Certains témoignages de soldats anglais datant de la bataille de France font état de soldats allemands possédant une force surhumaine. Outre-Manche, les médias s'interrogent. La presse britannique s'interroge et écrit « Les Allemands utilisent une pilule miracle. Si la victoire est à ce prix, il est incompréhensible que Churchill refuse d'en faire autant. » D'abord réticent, le commandement de l'armée anglaise va finir par autoriser la consommation d'une drogue, la benzédrine. Le général Bernard Montgomery délivrera le 23 octobre 1942 plus de 100 000 pilules à la 8e armée, juste avant la bataille d'El Alamein. L'armée américaine ainsi que l'armée japonaise ont également administré de la drogue à leurs soldats. Au Japon, cela va même devenir un problème de santé publique. Les stocks de méthamphétamine restants de la guerre vont être récupérés par la mafia japonaise, les Yakuza, entraînant la première épidémie liée à la consommation de drogue dans les années 50. L'interview de Horst Freiherr von Lutitz, pilote de bombardier allemand, offre une conclusion philosophique. Nous n'allions tout de même pas renoncer à la pervitine sous prétexte qu'elle pourrait nuire à notre santé, alors que nous risquions de mourir au combat dans les heures qui suivaient. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Un merci tout particulier à Benji à la console et à Dylan pour la lecture du passage du livre de Norman Heuler.